Bonsoir. S'agit-il des retombées positives de la pandémie du coronavirus? Nombreux n'hésitent pas à répondre par l'affirmative, tant on a vu le corps médical se mobiliser et se dévouer pour sauver la vie des patients atteints par le Covid-19. Des textes du président de la République signés ce vendredi portent effectivement l'âge de départ à la retraite des médecins à 60 ans, revu à la hausse aussi pour les infirmiers et autres corps inférieurs de la santé publique. La retraite à 60 ans pour les médecins, il s'agit en effet d'une demande qui remonte à de nombreuses années. Les médecins disent qu'on ne peut pas avoir formé des jeunes pendant 7 ans, voire 10 années pour les spécialistes après le baccalauréat et profiter très peu d'une telle expertise. À 55 ans, disent-ils, le médecin atteint en fait la plénitude de son art. Et c'est l'État qui le met à la retraite qui serait en fait le grand perdant dans l'affaire, si l'on ose dire. Le professeur Tétanié Ekoué, pédiatre, agrégé de médecine, ancien vice-président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, ancien doyen de la faculté de médecine de Yaoundé, est sur le plateau d'actualité de ce soir. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Chérif. Alors, la retraite à 60 ans pour les médecins, est-ce dans l'ordre normal des choses ? Écoutez, monsieur Chérif, disons d'abord que cette mesure du chef de l'État est une des mesures phares de mémoire de médecins, fonctionnaires. En 30 ans, je ne me souviens pas que le chef de l'État se soit appesanti sur ce corps. En cas particulier. De façon particulière. Donc par conséquent, rien que d'avoir fait ce geste est déjà quelque chose d'extraordinairement valorisant pour le corps de la santé. Mais permettez-moi de dire que ce regard du chef de l'État sur ce corps médical, comme vous le disiez tout à l'heure, qui n'a pratiquement jamais été coupable de dévouement. De façon globale, on ne leur reproche pas d'être des gens agités. Au contraire, ils ont fait preuve d'une loyauté absolument exemplaire. Vous ne les retrouverez pas dans des manifestations, dans des grèves et ceci. Pourtant, Dieu sait qu'ils aimeraient que le chef de l'État ne s'intéresse pas seulement à la fin du parcours, mais qu'il regarde l'ensemble du parcours, depuis son début jusqu'à ce qui, je dirais, rythme la vie de ce personnel qui a l'obligation, monsieur Chérif, de donner à la population ce qui ne se remplace jamais, la vie. La retraite à 60 ans, c'est quoi? C'est le salaire de la lutte contre le coronavirus ou alors, on va dire, l'aboutissement d'une longue lutte? Les deux. deux. Pas beaucoup dans la rue, mais quand même. Il y a les deux, monsieur Chérif. Disons que le coronavirus est venu, je dirais, créer l'étincelle qui a mené le regard du chef de l'État et de l'État et de toute la population sur ce personnel qui non seulement prend des risques considérables, il y en a qui sont morts. Nous avons perdu 30 médecins, monsieur Chérif, à cause du coronavirus. Je ne compte pas, je pense qu'il faut multiplier par 3 le nombre d'infirmiers. Et si on prend maintenant les malades qui sont ceux qui sont devenus corona positifs, alors là, les statistiques sont... Donc, je crois que le coronavirus, vous avez raison, a été l'étincelle qui a permis au chef de l'État de se rendre compte qu'il y a là un personnel qui le regarde passivement, sereinement, et qui a besoin de son attention. Alors, si on faisait la comparaison... Mais pour revenir à ce que vous avez dit, je vous en prie. Long combat. En fait, oui. Laissez-moi vous dire qu'il y a 30 ans, les médecins le demandaient. Ils trouvaient injuste qu'on puisse partir à 55 ans. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que, monsieur Chérif, à 55 ans, les médecins avaient le sentiment qu'ils avaient encore des choses à donner. Je vais vous rappeler que beaucoup de médecins de mon âge ont souvent eu l'impression d'avoir une dette à payer. Nous n'avons pas payé nos études. C'est l'État qui a payé les bourses d'études. Par conséquent, travailler pour l'État était pour nous une façon de moralement payer sa dette. Mais il y a quelque chose d'injuste aujourd'hui. Combien sont-ils de jeunes gens qui choisissent cette carrière
de façon naïve, innocente, avec, je dirais, l'appel d'une vocation, celle de servir, et qui, lorsqu'ils entrent dans l'arène, se disent, mais mon Dieu, quand ils comparent le sort de leurs collègues qui ont été à l'ENAM ou bien je ne sais pas quoi, et qui ont choisi les douanes, la magistrature et tout ça, il n'y a pas match. Donc ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on me traite de manière aussi injuste alors que j'ai choisi, sans avoir été forcé, de servir, de donner le meilleur de moi-même pour sauver des vies, pour rendre de l'espoir aux familles. Et je vous le dis, parce que il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, monsieur Chérif. Ce personnel de médecins, d'infirmiers, vous savez, ils ont été lancés dans tout le pays. Et vous savez ce qu'ils ont été faire? Ils ont été soignés. Mais là où je crois que le chef de l'État a probablement a eu l'attention attirée, c'est qu'ils lui ont permis de vivre, de donner de la chair et du mou à ce qu'on appelle l'unité nationale. Monsieur Chérif, quand vous êtes à Kousséri et que vous êtes soigné par un Boulou, ou bien par un Bamileke, ou bien par un Sawa, ou un Bassa, vous ne voulez pas savoir. Vous vivez une fraternité avec ce monsieur. Absolument. N'est-ce pas? Donc, par conséquent, ce personnel de santé a aidé à quelque chose qui me paraît primordial dans la politique du chef de l'État, l'unité nationale. Et pour avoir servi à semer les germes de cette fraternité, parce que la fraternité est à la base de l'unité nationale. Absolument. Je crois qu'il y a là quelque chose qui devrait inciter l'État à regarder de manière moins ingrate, ce personnel qui a tout donné. Ces jeunes gens qui ont choisi d'aller servir, ils ont besoin de se regarder dans le miroir et se dire, ben, je ne me suis pas trompé. Mais si on faisait la comparaison avec, on va dire, la situation dans d'autres pays qui nous ressemblent un peu, le Cameroun est si mal, est-il vraiment à la traîne dans ce domaine-là? Disons, pour être juste, qu'il n'est pas à la traîne, mais n'est pas dans le top. Je vais vous prendre 3 exemples. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Vous savez ce que gagne un médecin généraliste au Sénégal? Dites. 1 million de francs. Sans les avantages, les autres avantages. En Côte d'Ivoire, on est pratiquement à 1,5 million. Et le président Alassane Ouattara, je ne veux pas le citer, mais il s'en est fait, je veux dire, une fierté. Au Bénin, c'est la même chose. Donc, à pays comparable, le Cameroun, de ce point de vue, ne tient pas le drapeau. Par conséquent, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, monsieur Chérif. Je crois pouvoir dire que le regard du chef de l'État doit, maintenant qu'il s'était intéressé à la fin du parcours, doit s'intéresser au début du parcours et à l'ensemble du parcours, pour qu'il l'enrichisse. Il l'enrichisse et qu'il redonne à ces gens, à ce personnel, la foi d'avoir choisi de servir, de sauver des vies. Ça, c'est le passionné de médecine qui parle. Ah ben écoutez, il faut bien que vous me fassiez venir pour quelque chose. Professeur Tétanié Ekoué, merci d'être avec nous. Donc, ce soir, vous aurez aussi à répondre tout à l'heure aux questions des internautes, questions formulées par les internautes et rassemblées par Elvis Mbimba. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève, les médecins, infirmiers et autres paramédicaux qui réagissent à l'augmentation de l'âge de départ à la retraite pour les personnels du corps médical, la semaine politique et sociale telle que vécue par la rédaction, le Premier ministre en action, le Parlement, les rapports Cameroun-Guinée équatoriale, la lutte contre le coronavirus au Cameroun et bien d'autres sujets qui seront développés par nos chroniqueurs Rodrigue Bertrand Tueno et Séverin Alégambélé. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. Notre invité ce soir, le professeur Tétanié Ekoué. À tout de suite. Alors, professeur, si on entrait dans le fond des choses, de quoi ont besoin les médecins? D'une prolongation, si j'ose dire, de carrière,
ou de plus d'argent en matière de salaire? Soyons francs. Je vais vous expliquer pourquoi la retraite est intéressante. Mais le plus essentiel dedans, c'est quand même la cagnotte. C'est quand même ce qui donne de la substance à cette profession. Il faut être franc, le salaire des médecins au Cameroun est bas. Il peut être amélioré. Et je vais dire que si on ne le fait pas, nous allons avoir, je dirais, le contraire de ce que le ministre de la Santé souhaite. Le ministre de la Santé est arrivé avec une très très belle idée, l'humanisation des hôpitaux. Pour humaniser les hôpitaux, Monsieur Chérif, il faut que le personnel, il faut que les malades, la population, rencontrent et en face d'elle un personnel médical et infirmier serein. Et alors, lorsque vous dites salaire bas, certains vous répondent, mais en plus du salaire, il y a les quotes-parts. Les quotes-parts. Interrogez un tout petit peu les médecins qui travaillent dans les hôpitaux. Je me suis permis d'en interroger quelques-uns et je vous assure, ils viennent à moi avec une grande liberté. Les quotes-parts, ils se disent, regardez un peu ce que représentent les quotes-parts d'autres fonctionnaires. Je ne vais pas donner de dessin, mais c'est autre chose. La preuve, c'est que, Monsieur Chérif, pour qu'un médecin, avec son salaire, soit capable, à 15 ans de métier, de s'acheter une maison, de s'acheter une voiture, c'est quelque chose. C'est une sinécure. C'est pour ça que, justement, certains trouvent qu'il faut aller faire des bricoles à côté. Et ceci est, je dirais, en défaveur de l'hôpital public. C'est en défaveur du malade qui, lui, a payé des impôts et à qui on a dit, allez à l'hôpital public, vous allez trouver un médecin, vous allez trouver des infirmiers. C'est ce qui explique la quasi-normalisation de cet état de fait-là, c'est-à-dire que le médecin, il va à l'hôpital public en matinée, et puis dans l'après-midi, il est dans une clinique privée. C'est dommage. Je n'ai pas été élevé, et je vous assure, Chérif, lorsque nous avons commencé notre carrière il y a 30 ans, nous ne faisions pas cela. Nous étions très fiers, en tout cas c'était ce qui passait avant la baisse des salaires, vous vous souvenez ? Début des années 90. 92. Ce phénomène n'était pas aussi important. Mais après la baisse des salaires... Ça a explosé. Ça a explosé. Le médecin s'est dit, c'est pas possible. Il faut que je puisse mettre mes enfants à l'école que je souhaite, que je puisse me donner un logis digne de ce que je représente, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mais après, on n'a rien fait pour rattraper cela. Et nous avons vu d'autres corps de la fonction publique qui ont aussi subi des baisses de salaire, mais qui ont trouvé des subterfuges ou bien des recettes pour se réajuster. Le médecin, pour se réajuster, a malheureusement, commis l'adultère. L'adultère d'être un pied à l'hôpital, un autre pied en clinique privée. Ça faisait beaucoup trop. C'est beaucoup trop, Monsieur Chérif. Parce que c'est un travail pénible. Vous savez, vous occupez des malades à l'hôpital. Et pour vous redonner un tout petit peu de substance sociale, vous imposez en plus d'aller travailler en clinique privée. C'est un travail je dirais pas d'esclave, mais c'est quelque chose de très très rude. On n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de faire des recherches. On n'a pas le temps de recherche, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps de se donner des loisirs, on n'a pas le temps de vraiment s'occuper de cette famille. Je vais vous dire, Monsieur Chérif, mais beaucoup d'enfants de médecins ne choisissent pas la carrière de médecin. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Papa n'est pas là. Papa est rarement là à l'anniversaire. Papa n'est pratiquement pas là pour les vacances parce qu'il est absorbé par ce métier qui le prend et qui est une vraie passion. Par conséquent, si au moins on compensait cette espèce de sacrifice en ajustant des salaires, en leur donnant une meilleure rémunération, en ajustant par des recettes, par je ne sais pas moi quels artifices l'État peut trouver, je crois qu'on n'aurait pas cette espèce de désenchantement. Est-ce que l'autre conséquence de cette situation,
ce n'est pas cette sorte de fuite des cerveaux. On a beaucoup de nos médecins qui se retrouvent à l'extérieur. Mais c'est évident. Monsieur Chérif, quand j'étais doyen de la faculté de médecine, je m'étais amusé à comptabiliser le nombre de jeunes médecins qui partaient aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans d'autres pays d'Afrique. C'était pratiquement 20 à 30% des effectifs qui partaient. Et ceci dans 1 an, 2 ans après la sortie. Donc c'est un manque à gagner énorme quand on sait ce que l'État déjà consent comme sacrifice. Je sais, on va toujours dire que la formation des médecins coûte déjà très cher. Elle coûte cher. Mais c'est un investissement que l'État lui-même doit supporter. Sinon, il doit importer des médecins, comme le font d'autres pays. C'est un leurre que de faire penser à l'État que les études de médecine coûtent trop cher. Mais non. Ou bien l'État accorde de la valeur à la vie de ses populations et consent donc les sacrifices nécessaires pour avoir formé de bons médecins qui vont aller prendre soin des enfants, des populations. Ou bien il abandonne, ce qui serait quand même, je pense... À ce moment-là, importe des médecins. Et s'il importe des médecins, ça lui coûte très très cher. Donc par conséquent, non seulement l'État doit payer des bourses d'études à ses étudiants, non seulement il doit veiller à la qualité de la formation de ses médecins, mais en plus, une fois qu'ils sont sortis, il doit tout faire pour retenir ses enfants. Il doit tout faire pour retenir ce qui lui a coûté cher. Parce que, quelque part, on a l'impression que l'État ne se rend pas compte. Il a tellement investi, et quand vient le moment de tirer profit, il laisse partir. C'est dommage. Professeur, je vous propose quelques membres du corps médical qui réagissent à l'augmentation de cet âge de départ à la retraite à leur bénéfice. Ils s'expriment au micro de Romuald Tuissem. Pour nous, ce geste, nous lui en sommes infiniment reconnaissants et c'est un moyen pour nous également d'exprimer notre gratitude. Derrière ce geste, on a vu plusieurs visages du chef de l'État. Nous avons vu le commandant en chef qui descend dans l'arène pour lutter contre la Covid-19 au Cameroun. Nous avons également vu le haut commis de l'État qui prend ses responsabilités et qui pousse les équipes à travailler davantage et à être beaucoup plus mobilisées encore. Nous avons également vu un père qui est à l'écoute parce que cette revendication elle était portée depuis plusieurs années par différents courants dans le corps sanitaire. Donc nous lui disons merci et nous sommes bien conscients que cela se traduit également par beaucoup plus d'engagement au travail. En tant que médecin, je suis très honorée, je suis très satisfaite par cet acte qui montre toute la reconnaissance que le chef de l'État, le président de la République, a à l'endroit du personnel de santé que je suis, que nous sommes. Et ça vient une fois de plus montrer à quel point ce septennat, tant décisif pour cette jeunesse, comme il l'avait dit, et qu'il continue de le dire, il vient une fois de plus de le prouver à travers cet acte. Nous nous réjouissons de ce que la très haute hiérarchie, notamment le chef de l'État, a décidé de prendre en considération nos doléances. Parce qu'il faut dire que depuis fort longtemps, nous avons déploré ce départ, on va dire anticipé, ou alors tôt. La rallonge là est vraiment la bienvenue. Nous sommes très contents et puis j'espère que ça va bien booster le personnel parce qu'à un moment donné, ça nous frustrait un peu. Dans un même groupe de travail, on fait le même travail, d'autres estiment qu'ils vont aller 5 ans avant les autres, alors qu'ils vivent la même misère quotidienne. Moi, je trouve que justice a été faite. Vraiment, je suis content pour les collègues qui bénéficient de cette rallonge. Nous autres, personnels de la santé, personnellement moi également, je m'y attacherai à donner le mieux dans la profession, puisqu'il nous a accordé cette reconnaissance. Professeur, chez les médecins, on dit que le Cameroun forme à peu près 800 médecins chaque année. Est-ce que ça nous donne une sorte d'impression qu'on privilégie un peu la quantité à la qualité, non? C'est un vieux débat.
Monsieur Chérif, c'est un vieux débat de 2012 qui nous avait opposé de façon assez énergique. Je veux parler maintenant comme ordre des médecins au ministère de l'Enseignement supérieur pour dire non. Former tant de médecins de telle manière, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est aussi un débat entre, on va dire, la formation côté public et la formation privée. Oui, il y avait de tout ça. Mais vous savez, de toute façon, qu'il se forme dans le privé ou dans le public, le médecin va devenir médecin. Absolument. Et il va soigner n'importe quel malade. Par conséquent, c'est toujours du personnel qui appartient au Cameroun. Par conséquent, je veux revenir à cette histoire tout à l'heure que c'est vrai, de prolonger l'âge de la retraite est une très très bonne chose. Mais je dis que, pour moi, c'est le signe que le chef de l'État est en train de regarder l'ensemble de la profession. Je ne suis sûr qu'il ne va pas s'arrêter simplement à prolonger la retraite. Il va certainement prendre le soin de regarder l'ensemble du parcours, et notamment celui du départ. Et celui du départ doit être corrigé. Nous ne pouvons pas comme ça avoir 800 nouveaux médecins par an, alors que le budget du Cameroun ne peut en recruter pas plus de 200, 300. Et le coronavirus est venu nous rappeler qu'il faut de la main-d'œuvre experte en médecine pour s'occuper des malades. Et quand on se rend compte que, par exemple, ce personnel médical, eh bien, il y en a 1925 qui sont généralistes, 789 spécialistes, et il y a à peu près 26 440 infirmiers et aides-soignants. Ça fait du monde. Mais en même temps, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, parce que nous sommes quand même pratiquement 30 millions d'habitants, hein, monsieur Chérif. Absolument. Et 30 millions d'habitants, si vous faites le quota, on n'est pas près de ce que l'OMS recommande, à savoir un médecin pour 10 000 habitants. Alors, donc on dit il faut former. Il faut former, mais il faut bien former. Il faut bien former. Il n'y a pas de pire assassin qu'un médecin mal formé. Comment on trouve la moyenne entre la quantité justement et la qualité? On a besoin de beaucoup de médecins, mais en même temps on a besoin de médecins bien formés. Comment on fait? Le quota de formation a été bien balisé par l'UNESCO et par l'OMS. Il faut absolument un enseignant pour 7 étudiants, si on veut que ce qu'on appelle la transmission des connaissances, la transmission des pratiques se fasse de façon optimale. Malheureusement, nous sommes à 1 sur 30, pratiquement, avec ce que nous avons. Mais ce n'est pas là le débat. Revenons à ce qui nous préoccupe beaucoup. Je crois que ce qui nous préoccupe beaucoup, monsieur Chérif, c'est de savoir comment est-ce que le médecin, comment est-ce que les infirmiers, comment ce personnel à qui leur ministre a demandé d'humaniser le cadre dans lequel ils travaillent, peuvent le faire quand ils sont les premiers à se plaindre de ne pas avoir ce qu'il faut pour vraiment mettre à l'aise leur famille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la mesure du chef de l'État, salutaire, parce que prolonger l'âge de la retraite, c'est effectivement quelque part un gain pour l'État. C'est un gain pour l'État. Pourquoi? Parce que ce personnel qui arrive à 50 ans, 55 ans, en maturité, est extraordinairement compétent. Et se débarrasser d'un personnel qui arrive à un tel niveau de compétence, justement au moment où il devient extrêmement percutant, c'est dommage pour l'État. Par conséquent, je vais dire que le chef de l'État, de ce point de vue, a marqué, du point de vue des experts, un excellent point. Parce qu'il va permettre de retenir encore ce personnel qui a, lui, atteint un niveau de compétence très important et de permettre de recruter un peu plus de jeunes. Mais là où le bas blesse, c'est que le parcours de ce médecin, s'il n'a pas été fait de façon sereine, ne va pas permettre de faire ce qu'on appelle le transfert des compétences. Parce que le médecin, comme vous le disiez tout à l'heure, quand il arrive le matin et qu'il se préoccupe surtout de partir à 11h midi
Parce qu'il doit aller ailleurs. N'a pas le temps de s'occuper du jeune homme qui est venu avec lui montrer comment on fait le diagnostic, comment on interroge le malade, comment on accueille le malade, comment est-ce qu'on met le malade à l'aise. Et ça, c'est le problème de fond dans nos hôpitaux. C'est un problème de fond. Et je crois que le ministre de la Santé est très attaché à résoudre cette équation. Encore faut-il que le gouvernement lui en donne les moyens. Parce que ce qu'on appelle la réforme hospitalière, c'est ça. C'est ça, monsieur Chérif. Comment faire en sorte que vous, monsieur Chérif, vos enfants, vos neveux, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, vous vous présentiez à l'hôpital sans avoir besoin d'appeler le médecin, de lui rappeler que vous êtes quand même monsieur Chérif. Et que ce médecin prenne ce malade et dise, c'est un malade, c'est une dame, c'est un enfant, je dois m'en occuper. C'est ça l'humanisation. C'est ça l'humanisation. C'est ça l'humanisation. Et cela de jour comme de nuit. Par conséquent, vous voyez que ces médecins, ils se plaignent, ils trouvent qu'ils ne sont pas bien payés pour leur garde, ils prennent des risques très importants. Et vous l'avez vu avec le coronavirus. On l'a vu avec le sida, où les malades atteints de sida, parce que atteints de tuberculose, étaient devenus contagieux. Et donc, contagieux pour qui? La première personne à contaminer, c'était le médecin, puis l'infirmier. Par conséquent, c'est un métier pénible. Et à ce propos, justement, professeur, est-ce qu'il est vrai que les médecins se plaignent de ce que ceux qui sont, par exemple, affectés en zone rurale, ils y passent un peu trop de temps et cela pousse ou pousserait à une sorte de découragement, et à des envies d'aller ailleurs? Oui. Parce qu'on est médecin à Mulundu, on voudrait absolument revenir. Non, je crois, monsieur Chérif, qu'il faudrait être honnête. Il faut qu'on se partage la difficulté de la tâche. J'ai l'impression que l'État devrait trouver moyen de faire en sorte que ceux qui sont... Si vous avez été voir ce qu'on appelle le médecin de district, monsieur Chérif, mais il travaille à la bourre. Parce qu'il a sur lui et le choléra, et le Covid-19 qui vient d'arriver, et le paludisme, et le sida, et les hépatites, et les grossesses, la mortalité maternelle, et la mortalité infantile. Tout ça repose sur le pauvre médecin de district. C'est une condition, lorsqu'on ne la soigne pas bien, et qu'on ne laisse pas à ce jeune médecin l'opportunité, après avoir passé 3 ans, 4 ans, de revenir ailleurs où il aura de meilleures conditions de vie, parce que l'école est plus accessible, parce que les conditions de vie sont plus... Vous avez l'impression qu'il y a ce qu'on pourrait appeler les médecins de brousse et puis quelques privilégiés qui travaillent dans les grands centres urbains. Mais c'est ça qu'ils disent. J'en ai visité beaucoup, monsieur Chérif, de l'extrême nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest jusqu'aux confins de Bakassi. Je vous assure qu'ils ont toujours le même mot. Mais on me laisse tout sur les bras. On me laisse tout sur les bras. Il faudrait, semble-t-il dire, augmenter le nombre de médecins du district. Et il faudrait leur donner la chance aussi de pouvoir se former. Un médecin doit se former, monsieur Chérif. 3 ans après être sorti de la faculté, si un médecin ne s'est pas formé, malheureusement, désapprend. Et il faudrait leur donner faire ce qui se paie dans d'autres corps. Il y a une espèce de valorisation de la profession. Vous ne restez pas toujours au même endroit, au même grade. Pour pouvoir tourner. Pour pouvoir tourner et pour pouvoir monter. Il ne faut pas tourner seulement, mais il faut aussi monter. On peut monter, bien sûr, en devenant universitaire et en devenant professeur un jour, mais on peut aussi devenir très, très valorisé en montant. Parce qu'on a quitté l'hôpital district pour aller on est monté plus haut, on est devenu capable de gérer plus d'unités, d'apporter plus de sa compétence et de son expérience à ceux qui en ont besoin. C'est tout ça qui fait que le parcours sur lequel j'insiste et sur lequel je sollicite que le chef de l'État daigne jeter aussi son regard miséricordieux et paternel, c'est de faire en sorte que justement, qu'on donne
au ministre de la Santé, au ministère de la Santé, les moyens d'humaniser cette profession. Elle n'est pas humaine, elle se déshumanise. C'est pour ça que le ministre de la Santé insiste sur l'humanisation. Professeur, nous allons revenir à vous dans un instant, le temps de parler de notre semaine politique qui est développée par Séverin Alégambélé. Le Premier ministre, le Parlement, la diplomatie et la défense. Voici la vie politique dans Actualité Hebdo cette semaine avec Séverin Alégambélé. Des signaux forts sont venus cette semaine du Palais de l'Unité. Au plan diplomatique, le chef de l'État a reçu en audience un envoyé spécial congolais, ministre d'État, ministre en charge de l'économie, porteur d'un pli fermé du président Denis Sassou Nguesso. Le président Paul Biya est président en exercice de la conférence de chefs d'État de la CEMAC. Le président Denis Sassou Nguesso est président dédié aux réformes économiques et financières de la CEMAC. Naturellement, entre les deux présidents, il y a des échanges. Et donc, le président qui, lui, s'occupe des réformes économiques et financières, a voulu nous faire porter un message sur l'évolution de la crise sanitaire, sur l'évolution de la situation économique dans notre sous-région. Le deuxième signal fort, c'est le décret du président de la République, relevant l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires des corps de santé à 60 ans pour le personnel des catégories A et B et à 55 ans pour le personnel des catégories C et D. Nous sommes auréolés et nous nous sentons privilégiés d'appartenir au corps de la santé en ce jour. Parce que ce texte rassemble et renforce les capacités de chacun. De la joie et de la satisfaction complétées par les textes du Premier ministre, chef du gouvernement, des textes qui remettent tout en équilibre en ce qui est des personnels médico-sanitaires relevant du Code du travail. Le gouvernement qui du reste prépare déjà la deuxième session du débat d'orientation budgétaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a présidé à cet effet jeudi le 2 juin un conseil de cabinet spécial consacré à l'adoption du document de programmation économique et budgétaire à moyen terme en amont de la préparation de la loi de finances 2021. Le débat d'orientation budgétaire, qui est une innovation, vise à permettre aux parlementaires de participer beaucoup plus efficacement à la confection des lois de finances, c'est-à-dire des budgets. Parce que jusque-là, les parlementaires n'étaient impliqués dans le budget qu'au mois de novembre, lorsque le projet de loi de finances leur est apporté, les allocations sont déjà faites, tel ministère a ceci, telle dépense aura cela, et les parlementaires se plaignaient, ils se disaient qu'eux aussi, ils aimeraient participer dès le début du processus, notamment quand le cadrage est fait. Le document adopté dans le cadre de ce conseil de cabinet spécial servira de base de travail pendant la discussion au Parlement. Le Parlement qui poursuit allègrement les délibérations de la deuxième session ordinaire du mois de juin par l'examen et l'adoption des projets de loi. Il y a là-dedans des textes qui vont de la sécurité intérieure à la situation dans nos frontières. Et parlant justement de la frontière commune avec la Guinée équatoriale, longue de plus de 300 km, il faut rappeler que la visite cette semaine à Yaoundé du ministre de la Défense nationale de la Guinée équatoriale a permis de dissiper les malentendus au sujet de la construction d'un mur de séparation entre la région du Sud Cameroun et la région de Kientem en Guinée équatoriale. Alors, professeur, je vous propose maintenant les questions que vous adressent les internautes. Vous allez y répondre. Oui. Ils posent leurs questions en toute liberté et oui. vous répondez en toute liberté. Alors, Noé Alexandre Penda dit « Travailler plus longtemps est-il forcément un cadeau, surtout eu égard aux conditions de travail et de rémunération de la fonction publique camerounaise ?» On tourne encore là autour nous tournons, c'est-à-dire que M. Penda a circonscrit ce que je viens de dire tout à l'heure. Et il a très très bien compris que, effectivement, lorsque je dis que le regard du chef de l'État ne doit pas se focaliser seulement sur la retraite, mais qu'il doit s'orienter sur l'ensemble du parcours, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, il dit, dans ses mots, un peu ce que j'ai expliqué. Hervé Padou-Saha dit « Que faites-vous, vous les anciens de cette profession ?» Ça s'adresse vraiment à l'ancien que vous êtes, profession médicale, pour que les conditions salariales soient meilleures, comme partout ailleurs. C'est vrai que ce n'est pas vous qui payez le salaire. Ce n'est pas nous qui payons les salaires. Et j'ai envie de dire à ce jeune confrère, s'il ne tenait qu'à nous les anciens, premièrement, parce que ça nous aurait profité,
D'abord. On l'aurait demandé on l'aurait fait depuis longtemps. Mais ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de notre employeur, qui est l'État. N'est-ce pas? Zibama, alias Général, dit: quelles suggestions faites-vous à l'État pour encourager les jeunes à s'engager dans la profession médicale? Il faut absolument. Il a raison. Vous savez, il n'y a rien d'aussi répulsif, Monsieur Chérif, que de voir... Les vocations commencent à faire défaut? Elles commencent à faire défaut. Elles commencent à faire défaut. Je vais dire que les vraies vocations... Vous savez, je peux vous donner une liste de médecins qui sont exemplaires, qui sont des modèles. Mais ces modèles-là, malheureusement, quittent l'hôpital. Et vous allez remarquer quelque chose, Monsieur Chérif. Nous n'avons plus dans nos grands hôpitaux ce qu'on voyait dans les années 1980-1990. Vous pouviez entrer dans le service du professeur ou bien du docteur tel. Il était entouré d'une équipe de jeunes qui s'occupaient de vous avec pratiquement la même expertise que le patron. Aujourd'hui, le patron a disparu. Le patron a disparu, pourquoi? Parce qu'il panique, le pauvre. Il voit venir la retraite. Il se demande comment va-t-elle se meubler, cette retraite. Donc, il doit se préparer. Il se prépare. Et malheureusement, comme on n'a pas sécurisé son parcours, avec une bonne rémunération, une bonne sécurité sociale, des conditions qui lui permettent de se loger, de se trouver un bon habitat, ben il a envie d'aller le trouver ailleurs et il fait ses bricoles. C'est pour ça que justement, ces patrons-là ne sont plus à l'hôpital. Et l'hôpital, je dirais, manque un peu d'âme. Il manque un peu d'âme parce que ceux qui devaient donner de l'âme à l'hôpital, l'humaniser, lui donner le contenu de ce que Hippocrate demande et qu'aujourd'hui le ministre de la Santé demande à sa manière, l'humanisation. Ils ne sont plus là. Ils vont chercher de quoi se mettre à l'abri de l'indignité, Monsieur Chérif. Il n'y a pas plus misérable qu'un médecin qui se rend compte à la fin de son parcours qu'il n'a pas pu ni économiser pour se donner un logis digne, ni envoyer ses études, ses enfants dans de bonnes écoles, à la mesure de ce que lui-même a eu comme études. C'est pitoyable. Et il faudrait vraiment que le chef de l'État, lorsqu'il va déplacer son regard de la fin du parcours, c'est-à-dire de la retraite, sur l'ensemble du parcours du médecin, veille, ou en tout cas fasse en sorte que ses collaborateurs meublent de manière confortable, ce qui est quand même quelque chose de républicain. Du républicain. Venant, je dirais, dans ce septennat du chef de l'État, je trouve que ce serait une façon glorieuse de donner des lettres de noblesse à cette profession, à laquelle d'ailleurs il attache beaucoup d'importance quand vous lisez ses écrits. Absolument. Et on a l'impression qu'il accorde beaucoup d'importance à cette profession. Mais les médecins qui sont les professionnels ne voient pas l'expression de cette... Alors, il y a Daf Giraud qui dit: qu'avez-vous fait en tant que doyen de la faculté de médecine de Yaoundé pour éviter la fermeture du cycle biomédical qui était destiné à former des chercheurs ou des laborantins? Non, je crois qu'il faut corriger l'information de notre internaute. Il a puisé à mauvaise source. La faculté de médecine, que je sache, a maintenu le cycle biomédical. Parce que c'est par ce cycle biomédical que l'on forme et les techniciens biomédicaux et les chercheurs, et ainsi de suite. Je crois que notre internaute n'a pas eu de bonne source d'information. Voilà au moins qui est clair, vous avez clarifié la situation. Retour maintenant, on va dire au fil rouge de l'émission, sur le personnel de santé, justement, professeur. Est-ce que ce personnel, dans l'exercice de la profession au quotidien, a droit à une sorte de protection particulière en cas de problème? Vous parliez tout à l'heure du sida et autres qui pouvaient être une sorte de contagion pour les médecins. Oui. Quand on a un accident professionnel, on a une maladie professionnelle,
Mais on fait comment? Monsieur Chérif, ce n'est que justice. Vous avez pensé un jour qu'on pourrait envoyer des soldats combattre Boko Haram ou bien je ne sais pas quel terroriste sans leur donner des casques, ce qui permet de les protéger? Cela va de soi. Ça va de soi. Ça va de soi aussi pour la médecine. Ça va de soi qu'il faut donner à ce personnel de quoi se protéger. Et je vais même plus loin. Il faut permettre à ces gens, à ce personnel, quand il est par hasard malade, de se soigner de manière digne. Ce n'est pas normal que le savetier soit si mal chaussé quand même. Et par conséquent, j'ai envie d'ajouter à ce qui pourrait permettre de garnir ce parcours, de lui donner plus de valeur, plus de chair, de se préoccuper de ce problème de la sécurité de la profession médicale. Je sais que la CSU arrive et qu'elle va concerner l'ensemble de la population, mais vous savez... quand la couverture santé universelle. Santé universelle, mais vous savez, aux impôts, chez les magistrats, ainsi de suite, ils n'ont pas attendu la CSU pour se donner des mutuelles. C'est les mutuelles qui marchent. Qui marchent et qui protègent bien leur personnel. Donc on pourrait imaginer que l'on fasse la même chose pour les médecins et pour les infirmiers. Oui, professeur. Là, on parle, on va dire, du médecin comme une sorte de victime du système. Mais le médecin lui-même, est-ce qu'il est blanc comme neige dans cette affaire-là? Oui, je sais, Chérif. Vous savez, il y a toujours des brebis galeuses. Je suis sûr que dans ce que vous êtes en train de faire, vous êtes parfaitement conscient du procès que la population nous fait. Et à raison, parfois. Beaucoup, heureusement que c'est une minorité. C'est une minorité. Il y a une petite minorité de médecins, d'infirmiers, qui ont un comportement antidéontologique. Et l'hôpital, je vais prendre l'exemple du coronavirus. Nous avons vu des exemples qui ont défrayé la chronique et qui ont véritablement jeté de l'opprobre sur notre profession. Parce que le public n'attache pas cette image lucrative de chercheur d'or à la profession médicale. Au contraire, le public attend du médecin d'être la personne pleine de compassion, pleine d'attachement et qui vole au secours du malade. Mais lorsque le médecin ou lorsque le personnel de santé donne cette image de chercheur d'or sur le sang ou sur les maladies des autres, c'est condamnable. Et croyez-moi, nous n'avons jamais approuvé cela. Mais je dis que c'est une petite minorité. La grande majorité, monsieur Chérif, je vous assure, allez voir ce qu'ils font dans les districts de santé dans le pays. Vous avez l'impression que la pandémie du coronavirus a un tant soit peu rapproché la population et le corps médical? Je ne sais pas, monsieur Chérif, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu une mésentente entre la population et le personnel de santé. Parce que ailleurs, on a souvent applaudi, il y avait des mots très gentils à l'endroit des médecins. Mais ici, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. C'était quoi le problème donc? Le problème... Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup d'incompréhension. Parce que l'incompréhension sort de plusieurs problèmes. Le diagnostic du coronavirus n'est pas toujours bien compris par la population. Et la population ne comprend pas que le coronavirus, lorsque un de leurs parents est atteint de cette maladie, il représente un danger, sans que pour cela on tombe dans ce qu'on appelle la stigmatisation. Il représente, bien que ce soit papa, maman, le frère, la sœur, atteint du coronavirus, représente un danger pour tout le reste de la famille. Par conséquent, la population ne comprend pas très bien ni la façon dont on prend en charge, ni la façon dont, malheureusement, on gère l'ultime fatalité qui est la mort, le décès. Par conséquent, il y a eu beaucoup d'incompréhension dessus. Mais dans d'autres pays, les choses se passent plutôt bien. Et je crois que depuis que le ministre de la Santé, le ministère de la Santé met un prix considérable,
à doter tout ce personnel d'équipements de protection individuelle, de multiplier, d'augmenter le nombre de tests qui permettent justement aux gens d'avoir leurs tests pratiquement immédiatement. Et puis, de sentir aussi que maintenant, nous disposons d'infrastructures qui permettent de prendre en charge les malades. Je crois que ça va beaucoup mieux. On a l'impression que la mésentente, le quiproquo, il y avait beaucoup d'incompréhension au départ. Mais je crois que ça va beaucoup mieux. Professeur, une troisième halte dans cette émission pour parler de la lutte justement contre la pandémie du coronavirus qui est toujours au devant de l'actualité sociale au Cameroun. Mais pas que. Rodrigue Bertrand-Thieu. Le ministère de la Santé publique est resté cette semaine encore fidèle à sa rencontre quotidienne avec l'opinion publique pour faire le point sur la pandémie du Covid-19. Dans celle de jeudi, l'accent a été mis sur les centres spécialisés de prise en charge des personnes testées positives, centres dont le professionnalisme ne souffre d'aucun doute. Ces centres bénéficient d'un équipement médico-technique performant et en plus, un programme de renforcement continu des capacités du personnel soignant et non soignant. Un programme de renforcement des capacités est animé en permanence par des experts nationaux et internationaux. Et les 10 programmes sont bien sûr collés aux évolutions des connaissances scientifiques de l'heure. C'est donc tout logiquement que les patients ont été invités à s'y rendre. Elle n'a pas eu besoin d'invitation pour voler au secours de ses frères et sœurs. Elle, c'est Abissou Bidoum, ci-devant, secrétaire général du CERAC et élu du département du Mayo-Oulo dans la région du Nord. Elle les a armés de moyens pour barrer la voie à l'agent pathogène de la pandémie. Une élite de la localité a décidé de nous aider pour lutter contre la maladie. Nous ne cesserons de lui dire merci. Nous remercions Madame Abissou pour ce geste magnanime qu'elle nous envoie pour la protection de la population de l'arrondissement de Mayo-Oulo contre le Covid-19. Ces gestes et mesures barrières sont bien intégrés par les écoliers et le concours d'entrée en 6e, en première année d'esthétique et le Common Entrance ont permis de s'en rendre compte. Les 258 000 candidats enregistrés à travers le triangle national étaient armés de leurs masques de protection. La pandémie ne dicte pas sa loi uniquement au milieu éducatif. Le milieu sportif n'est pas épargné. La preuve, le comité exécutif de la CAF a reprogrammé le championnat d'Afrique des Nations CHAN et la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Le Cameroun a pris acte. Nous avons un sentiment de soulagement. Il y avait comme une espèce de brouillard qui obstruait l'horizon des programmations de différentes compétitions. Certaines ont d'ailleurs été purement et simplement annulées. Désormais, avec les décisions prises par la CAF, la perspective tracée en matière de programmation ou de reprogrammation, elle est claire. Pendant que les deux compétitions prenaient le chemin de la reprogrammation, une trentaine d'enfants de la rue prenaient, eux, le chemin de la réinsertion sociale. Point de chute, le centre de Bétamba pour une durée de 3 ans. Ils vont non seulement avoir la prise en charge de l'accompagnement psychosocial, mais également il y aura le placement en apprentissage et socio-professionnel. La première impression des néolocataires de Bétamba n'était pas mauvaise. Je me sens à l'aise ici, là, par la violence de la rue, les bastonnades. Je veux être un policier pour défendre mon pays. Alors que ces enfants entraient à Bétamba, l'aide à la presse privée sortait d'une hibernation de 2 ans avec une nouvelle appellation, appui institutionnel de l'État à la presse privée. Et ce n'était point juste de la sémantique, le changement est porteur d'innovation. Une réforme en profondeur, porteuse de nombreuses innovations. Le recentrage de l'aide sur les entreprises éditant des journaux écrits et les entreprises de presse en ligne. La modification fondamentale des critères d'attribution. La mise en place des mécanismes plus rigoureux de contrôle de l'utilisation.
Au complet, le comité en charge devait arrêter la liste des entreprises et organes de presse qualifiés pour avoir une part de l'appui sonnant et trébuchant de 240 millions de francs CFA. Une sacrée somme par 7 ans de raréfaction de l'oseille. Professeur Tétani Ekoué, toujours à propos des médecins, on a beaucoup parlé d'humanisation de la profession, de la prise en charge des malades depuis le début de cette émission. Vous en parlez, le ministre de la Santé en parle. Oui. De façon concrète, dans un hôpital, quand on dit humanisation, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, que fait le médecin? Que devrait faire le médecin? Que devrait faire le médecin? Ce que devrait faire le médecin, c'est d'abord d'avoir de l'empathie. Ce partage de la souffrance qu'il a avec son malade. Et le médecin, le malade, quand il arrive à l'hôpital, premièrement, il est au bas de l'idée qu'il se fait de lui-même. C'est le médecin et ses assistants et ses infirmiers qui relèvent ce malade, lui redonnent l'envie de guérir, monsieur Chérif. Et puis, lui donne l'envie, une fois que cette guérison arrive, de retrouver son milieu familial, de retrouver la société. Eh bien, ce qu'on reproche de façon générale à notre corps médical, c'est de ne plus avoir cette empathie, de ne plus avoir ce souci de l'humain, de l'être qui est devant eux. Et il explique comment ce corps médical-là? Simplement parce qu'il est mal payé? Oh, il y a, je pense, comme je disais tout à l'heure, du désintérêt. On ne lui a plus redonné le goût de son travail. Il faut donner du goût à son travail, monsieur Chérif. Vous ne pouvez pas dire aux gens, faites votre travail et c'est Dieu qui vous récompensera. Non, ça ne marche plus, ça. Il faut donner aux gens l'envie de travailler, de se donner, de s'occuper de ceux qu'ils ont la charge de soigner. Et quand vous faites ça, pourquoi est-ce que nous admirons tellement les hôpitaux étrangers, d'Europe, ainsi de suite? Mais c'est parce que ces gens-là, à cause de la sécurité sociale, ont généralement ce qu'il faut pour vivre. Ils n'ont pas de panique à penser à ce que madame va préparer, de ce que vont manger les enfants demain, qu'est-ce qui va se passer pour l'école des enfants, ainsi de suite. Non. Il faut que l'État, pour qu'il permette aux médecins d'exercer leur profession de façon humaine et humanitaire, les soulage de toutes les contraintes de la vie, en tout cas du maximum. Ça se voyait, monsieur Chérif. On a vu des médecins, on a vu cette génération de médecins qui, lorsque vous veniez à l'hôpital central, ils étaient au poste. Ils faisaient leur ronde, accompagnés de leurs assistants, avec leurs infirmiers. Et vous voyez les malades, comment faisaient-ils? Vous n'avez peut-être pas vu ce spectacle. Le malade partait. Et qu'est-ce qu'il leur faisait? La semaine d'après, vous voyez la famille revenir avec quelque chose pour dire merci au médecin et à son équipe, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il s'était créé une complicité, un lien humain et humanitaire. Ce lien-là est cassé aujourd'hui. Ce lien-là est cassé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu un tiroir-caisse. Ce n'est pas la médecine, ça. En tout cas, ce n'est pas celle dont nous avons rêvé. Et ce n'est pas celle que nous espérons voir nos enfants, nos élèves, nos disciples continuer à faire. Et alors, prof, comment inculquer donc cette humanisation de la médecine à vos jeunes confrères? Comment on fait? Ça commence à l'école et ça continue à l'hôpital. Lorsque déjà à l'école, le professeur n'est pas là pour donner, parce qu'il va faire le tour des facultés de médecine privées ou bien des instituts privés d'enseignement supérieur pour essayer d'arrondir les fins du mois avec l'accord de sa hiérarchie. C'est ce qu'on appelle la tutelle académique. Absolument. L'étudiant se dit, tiens, mon maître a des problèmes.
Et quand il va à l'hôpital et qu'il retrouve son autre maître qui doit lui apprendre comment on tient le stéthoscope, comment on examine le malade, comment on parle à un malade, comment on met en confiance un malade et comment on l'examine et comment est-ce qu'on fait l'économie des dépenses du malade pour arriver à un diagnostic aussi plausible que possible et qu'on donne au malade le traitement qui convient à sa bourse. C'est cette école-là qui va manquer, c'est cette école qui manque et qu'il faut absolument restaurer, Monsieur Chérif. Et on ne peut pas le restaurer si d'un côté, on ne remet pas en confiance le patron, le médecin, qui est en train de faire carrière, et qu'on ne lui donne pas le sentiment que, en arrivant au bout du compte, vous voyez, le patron, il est à l'aise. Donc, si vous travaillez bien, si vous faites preuve d'empathie, si vous attachez à vos malades, vous voyez, le patron, il a une bonne retraite. Vous pourriez être comme lui. Vous pourriez être comme lui. C'est extraordinairement valorisant, Monsieur le Chérif. Et c'est ce qui, malheureusement, est en train de manquer à la fois dans les écoles de médecine et dans les hôpitaux publics. Une dernière question, professeur. Alors, les médecins camerounais, le corps médical d'une manière générale, donc les médecins, les infirmiers et tout le reste, d'accord, l'âge de la retraite a été revalorisé, d'accord, il est possible que un jour ou l'autre, qui sait, on revalorise autre chose, mais quoi encore? C'est-à-dire que on a connu des médecins qui avaient plus de volonté de travailler, des infirmiers qui étaient plus engagés. Pourquoi aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que Monsieur au-delà Chérif, de ce que vous venez de dire. Oui, en plus de ça, vous savez, le médecin est un homme, c'est une femme. Absolument. Elle a besoin d'être reconnue. Elle a besoin de sentir que les efforts qu'il fournit chaque année sont reconnus. Il monte de grade, on lui accorde des médailles, on lui donne une décoration. Tout ça contribue et participe de cette valorisation de l'image du médecin à l'intérieur de lui-même et à l'extérieur. Si vous ne prenez pas la peine de valoriser l'image que le médecin, l'infirmier et tout ce personnel de santé intériorisent, et vous ne valorisez pas l'image qu'ils ont dans la société, le résultat est simple. Il va y avoir moins de vocations et nous allons avoir de plus en plus de médecins mercantiles, nous allons avoir des infirmiers mercantiles et il aura beau tonner, il aura beau sévir, le pauvre ministre de la Santé n'aura pas l'humanisation des hôpitaux qu'il a choisi comme cheval de bataille, malheureusement. Donc c'est un appel à l'engagement de tous. Absolument. Professeur Tétanié Ekoué, pédiatre, je le rappelle, oui, c'est vrai, agrégé de médecine, passionné de médecine également. Vous étiez l'invité d'actualité hebdo ce dimanche. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, Monsieur Chérif. Ça a été un grand plaisir de passer ce moment. J'espère que vos auditeurs, vos téléspectateurs apprécieront. Je l'espère également. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, Actualité Hebdo s'achève. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Par ces temps de pandémie du coronavirus, restez chez vous autant que faire se peut. Prenez soin de vous. Bonne soirée, bon dimanche. À dimanche prochain.